Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h30, 11h, le débat. Et aujourd'hui, on va parler de nos données personnelles. Est-ce que notre vie privée, nos données personnelles sont vraiment plus sûres depuis l'adoption du règlement général sur la protection des données qui a été mis en place pour justement réguler ces collectes? On va en parler ce matin avec Antoine Chéron, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles, spécialisé dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Bonjour. Yann-Maël Larère, bonjour, avocat, docteur en droit, cofondateur d'OkDoc. C'est une start-up qui met les chercheurs en relation avec les entreprises. Et Thomas Forêt, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien également sur Sud Radio, président du réseau social Weller, donc qui est un réseau social français et qui justement se targue de protéger nos données. Hier, c'était donc la journée mondiale pour sensibiliser le grand public sur l'importance de la protection des données. Elle a lieu tous les ans depuis 2007. C'est 2007, on est en 2020. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des progrès qui ont été faits sur la protection des données? Oui, on peut dire qu'il y a on peut vraiment dire qu'il y a eu des progrès parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Oui, c'est pas pour ça qu'on est protégé. Oui, mais je crois que c'est... Alors, absolument pas. On n'est absolument pas protégé, ça c'est clair. Mais on en parle. Je crois que les idées comme ça mettent du temps à venir. Je crois d'abord qu'il faut faire œuvre de pédagogie. Est-ce que c'est ce que vous faites ce matin? Ouais. Oui, donc qu'est-ce que Antoine Chéron, vous diriez qu'il y a eu des progrès Oui, il y a des progrès. De fait, il y a une prise de conscience. Maintenant, on se sent, enfin je parlais de mon cas personnel, extrêmement impuissant, et quand on n'est pas des geeks ou des professionnels d'Internet, devant toutes ces... est-ce que vous acceptez? On coche oui, on accepte systématiquement. Je suis entièrement d'accord. Prise de conscience, oui. Alors en France, on était assez pionniers, puisque depuis la loi de 78, les données personnelles en France, on sait ce que c'est. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde en parle parce que nos données sont un peu utilisées à notre insu et un peu de manière débridée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens en prennent conscience. Maintenant, comme vous le dites, aujourd'hui, demander à ce que vous ayez accès à vos données, que vous les supprimiez, je ne sais pas si vous avez beaucoup de réponses de sociétés qui, pourtant, légalement, sont obligées de le faire. Oui. Alors, votre avis, Yann-Maël Larère, est-ce qu'on peut aujourd'hui surfer, aller sur le net, sur différents sites et ne pas laisser de traces? C'est pratiquement impossible. Pour moi, c'est pratiquement impossible. Et aujourd'hui, il y a eu des gros progrès, mais il y a eu des gros progrès technologiques. Et on le voit aujourd'hui, depuis quelques semaines, on parle beaucoup de Clearview aux États-Unis, qui absorbe toutes les données qui sont disponibles sur la toile sans demander le consentement à personne. Ils ne sont pas sur le territoire européen et ils sont en train de constituer une base de données géante sur les données de tout le monde. Et ils sont capables de reconnaître instantanément n'importe quel visage qui a été posté sur la toile. C'est quoi Clearview? Peut-être réexpliquer. Clearview, en fait, c'est une base de données qui est constituée par une société américaine qui se fiche complètement des lois internationales, et qui se donne le droit justement d'utiliser les données personnelles de tous les individus qui se sont exposés un jour sur la toile à travers des photos. Et est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'on risque? C'est quoi le danger? C'est quoi le danger aujourd'hui d'essaimer des données personnelles sur les réseaux? Alors, à quoi ça sert? Pourquoi il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut être parano? Alors, vous avez peut-être tous lu 1984. Oui. Ah bon. Avec les télécrans qui sont dans chaque chambre, qui sont aujourd'hui nos smartphones. C'est évidemment grave parce que la vie privée est un concept aujourd'hui qui fuit. D'ailleurs, on dit, on s'en fiche de la vie privée. Moi, j'ai strictement rien à cacher. Et en réalité, c'est ce concept-là qui est en train d'arriver partout. Finalement, c'est bien pratique ces réseaux, ces plateformes. Facebook, c'est formidable. YouTube, vous avez du contenu sans cesse. Les gens perdent leur cerveau, perdent du temps. Et ce qui est grave, c'est notre perte de liberté. C'est notre perte de liberté individuelle. Par exemple, le fait d'avoir le simple choix. Aujourd'hui, des outils que nous utilisons sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs, nous n'avons plus le choix. Les utilisateurs n'ont plus le choix. Ils sont obligés finalement par leurs proches, parce que les autres
des personnes qui le connaissent sont partie de la déjà société sur aujourd'hui, Facebook, sur WhatsApp, vous n'avez plus le choix. Ça, c'est le premier sujet. Et ce qu'il y a derrière les données personnelles, il y a aussi les données tout court, les données de nos entreprises, les données de nos pays qui sont la suite du débat et des données personnelles. C'est-à-dire, l'enjeu principal, c'est la perte de souveraineté pour notre pays, pour nos pays, en Europe en particulier. Là, vous allez au-delà des cas individuels. Antoine Chéron, sur ce qui concerne la protection des données personnelles, en quoi est-ce que c'est grave? Et encore une fois, je repose la question, est-ce qu'il faut être parano? Quels sont les risques d'être aujourd'hui, d'avoir toutes ces données qui circulent sur le net? Il y a un principe bien connu, l'information, c'est le pouvoir. Donc aujourd'hui, plus vous avez d'informations sur les personnes, et comme disait monsieur, des informations qui peuvent être de l'ordre de la donnée personnelle, qui peut être de l'ordre de la reconnaissance faciale, qui peut être de l'ordre même de certaines habitudes que vous avez, puisqu'aujourd'hui, par exemple, le compteur Linky de EDF est très décrié parce que justement, EDF est capable de savoir exactement ce que vous faites à la minute près dans votre appartement. Donc en fait, plus vous profilez la personne, plus vous avez des informations dessus, et ces données peuvent aller jusqu'à des données sensibles, les données médicales, les données relatives à votre vie privée, relatives à au secret des affaires, ou ce genre de choses. Donc oui, aller trop loin sur le profilage et sur la collecte de certaines données peut effectivement entraver certains principes de droit, comme le principe de liberté ou le principe de vie privée. Oui, alors, et ce règlement général sur la protection des données, donc c'est un règlement européen qui s'appelle RGPD, qui est entré en vigueur en mai 2018. Est-ce qu'il a changé quelque chose? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est sur un site, il y a marqué « j'accepte » ou plus de détails. Et je pense qu'il y a 95%, voire 99% des gens qui mettent « j'accepte » parce que c'est une usine à gaz de rentrer dans le... Non, est-ce que ça a changé quelque chose, la RGPD, le règlement RGPD? Alors c'est là où moi je suis très critique sur le règlement RGPD. Je parle un petit peu quelque part de lignes Maginot. On imagine qu'on va protéger les Européens avec, et finalement c'est plutôt l'inverse qui se passe. On renforce finalement les acteurs qui sont en place, qui sont prédominants, qui peuvent se payer des armées de juristes pour se mettre plus ou moins en conformité, en tout cas en façade, et derrière on n'a pas les moyens de vérifier ce qui se passe vraiment. On en parle d'ailleurs aussi sur la 5G. On dit voilà, la 5G va bientôt arriver. On met et puis si on maîtrise pas la technologie, la technique qu'il y a derrière, qu'on n'est pas capable de regarder comment sont construits les algorithmes, en façade on peut mettre tous les bons sentiments dans des cases à cocher. Et les gens ont pris aussi une habitude, c'est de cocher sans lire, tellement il y a de cases à cocher quand on navigue sur Internet. Ça rend la navigation plus fastidieuse, mais ça ne rend pas la protection de la vie privée ou des données personnelles plus efficace pour autant. Et est-ce que c'est une manière de les d'autoriser tous ces sites finalement à utiliser vos données, puisque vous cochez « j'accepte » et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on accepte, Antoine Chéron? Sur le règlement européen, je suis un peu moins critique parce que il était important quand même d'uniformiser au niveau européen la protection des données. Ce qu'il faut voir, c'est que la donnée, c'est le renseignement, c'est un peu plus loin le renseignement général. Il ne faut pas oublier la genèse du RGPD, c'est effectivement des problématiques d'échange de renseignements entre États-Unis et Europe, qui en fin de compte a donné l'initiative à la Commission européenne de faire ce règlement en disant voilà, on va arrêter cet échange de données au niveau international, et notamment avec les États-Unis, et donc on va circonscrire, harmoniser, encadrer la donnée au niveau européen. Donc ça, on a pris l'initiative de ça. Maintenant, les États-Unis sont en train, comme disait monsieur, de faire exactement la même chose. La Chine aussi. Par exemple, le 1er janvier 2020, la Californie a légiféré en matière de données personnelles pour justement restreindre l'utilisation un peu débridée de la donnée au niveau États-Unis. Donc en fait, on arrive au niveau des continents à réglementer ça. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le RGPD a donné, on est à 18 mois de l'application du RGPD, il a donné un certain nombre de résultats positifs. Alors c'est vrai que c'est les pays plutôt germaniques qui sont bien disciplinés et qui, si on regarde les statistiques, montrent les failles de sécurité, les dénoncent, alors que nous, on est
un peu en retrait. Si on compare par exemple la Hollande, on est quasiment à 30 000 notifications de failles de sécurité, de dénonciations de failles de sécurité, alors que nous, on est juste à 3 000. Bon, à mon avis, on devrait être un peu plus élevé que ça. Mais en tout cas, il y a un progrès sur la dénonciation de ces faits. Et pour revenir à ce que vous disiez, la CNIL, alors Google a anticipé la décision de la CNIL, mais la CNIL, justement, par rapport aux cookies, les cookies, donc, qui permettent ces petits logiciels qui permettent de tracer l'internaute. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, la CNIL a sorti une recommandation pour justement éviter que vous soyez obligé de cliquer sur le bouton qui est en rouge, qui est en vert, très gros, j'accepte tout, mais qui est bien un équilibre entre l'acceptation de la collecte de données et l'utilisation qui en est faite. Donc Google s'en est emparé, mais la CNIL, en tout cas, souhaite que ces cookies soient beaucoup plus réglementés. Le souhaite, mais dans les faits, ça ne l'est pas aujourd'hui. Si, parce que ça va l'être. N'oubliez pas qu'on parle de Google qui respecte pas, soi-disant, le RGPD. Il s'est quand même fait condamner l'année dernière par la CNIL à 50 millions d'euros sur son obscurantisme au niveau de la collecte des données. Donc, ils se font condamner. Alors, peut-être que par rapport à la manne financière que représente Google, c'est sûr que c'est une goutte d'eau. Mais quand même, n'oubliez pas que Facebook aussi s'est fait condamner aux États-Unis à 5 milliards de dollars pour tout ce qui était faille de sécurité et puis l'affaire. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que 5 milliards, c'est pour eux finalement quand même une goutte d'eau proportionnellement 5 milliards, ça représente quand même beaucoup d'argent, mais sanctions quand même. On a nos éditeurs qui réagissent. Le seul salut, le crayon et le papier. Tellement plus satisfaisant. Sinon, sur le net, les photos de chats. Bah oui, mais même les photos de chats, on va vous envoyer des pubs pour la nourriture pour chats et vous êtes ciblés de la même manière. Alors, Marie nous dit merci pour l'explication de l'application RGPD. Ces implications, donc, ne pas accepter. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Ne pas accepter quand on est sur une page ? Ça n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire, mais effectivement, ce que demande la CNIL aujourd'hui en force, c'est de pouvoir laisser un vrai consentement aux utilisateurs. Les éditeurs de plateformes doivent simplifier aussi, rendre plus simple l'explication de ces cookies, parce que un cookie, c'est effectivement une petite brique logicielle, mais c'est très utile. Si vous aviez un Internet sans cookies, aujourd'hui, rien ne fonctionnerait. Vous ne seriez pas authentifié sur les sites, etc. Ce qui pose problème, c'est parmi ces cookies, ce qu'on appelle les traceurs. Donc, c'est des cookies publicitaires, des cookies tiers. Par exemple, on peut avoir des cookies de Google ou de Facebook sur des sites que l'on visite habituellement, qui ne sont pas Google ou Facebook. Et ce qui fait que ces sites vont remonter l'information, vos données, votre navigation, par exemple, à ces plateformes. Et ça, l'utilisateur doit pouvoir, évidemment, les refuser. Je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est très important. Mais le RGPD, c'est pas que ça, hein. C'est pas que le consentement. Évidemment, c'est fatigant, ces pop-up. Bon, ça, je peux le comprendre, mais c'est pas uniquement ce principe. Il y a par exemple un principe de proportionnalité qui est très important, qui dit que une entreprise, quelle qu'elle soit, et en particulier évidemment les GAFA, Facebook, Google, Amazon, ne doivent pas collecter des données inutilement en réalité. C'est-à-dire pas trop de données par rapport à ce qu'elles veulent en faire. Un exemple, si vous êtes sur Facebook, c'est normal que Facebook puisse connaître vos centres d'intérêt, puisque c'est un réseau social qui, par nature, va vous présenter des choses qui sont supposées vous intéresser. On pourra en rediscuter. Mais c'est pas normal qu'ils aillent collecter vos préférences politiques, votre statut marital, etc. Enfin, vous voyez, donc la proportionnalité, ça c'est important. On peut pas tout collecter, tout et n'importe comment. Oui, vous, votre crainte, Yann Maël Larère, c'est pas tellement les sites marchands, c'est plus les États, c'est ce que vous dites ? Oui, tout à fait. À la limite, c'est pas très très grave qu'on nous propose des publicités ciblées en fonction de nos goûts. Ce qui est vraiment dangereux et ce qui est en train d'arriver, c'est le contrôle de notre liberté d'agir et de penser. C'est déjà en place aujourd'hui en Chine avec le crédit social. Donc on donne un crédit aux gens en fonction des actions qu'ils font et qu'ils ne font pas. Si on brûle un feu rouge, par exemple, on va voir son crédit social qui descend. Et comment on sait que vous avez grillé un feu rouge ? Parce qu'il y a des caméras partout dans l'espace public et qui sont liées justement à votre score de crédit social. Et ça, c'est particulièrement dangereux et on commence à le voir arriver aussi en Europe. Alors en ce moment, il y a une grosse discussion autour, est-ce qu'il faut interdire ou pas la reconnaissance faciale en Europe.
et l'État souhaite aussi mettre en place des applications de reconnaissance faciale. Donc dès lors qu'on sait vous reconnaître partout, tout le temps, là, il y a un vrai problème pour la liberté publique. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300, vos questions sur Sud Radio. On est avec vous. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on parle de la protection de nos données sur Internet. Notre vie privée est largement dévoilée sur les différents sites que nous consultons. On en parle avec Antoine Chéron, avocat au barreau de Paris et Bruxelles, spécialisé dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Yann-Maël Larère, avocat, docteur en droit et cofondateur d'OkDoc, start-up qui met en relation les chercheurs avec les entreprises. Et Thomas Fauré, président du réseau social Weller, donc qui est un réseau social qui s'engage justement à respecter la privauté, en tout cas des internautes. C'est comme Quant ou ce type ou tous les acteurs qui essayent aujourd'hui d'émerger sur cette idée de la troisième voie du numérique contre la première voie, la Chine ou les États-Unis, la deuxième voie, les États-Unis ou la Chine, la troisième voie, l'Europe, avec l'idée d'un Internet plus sécurisé. C'est vraiment l'ADN de l'Europe. Mais comment faire ? Parce qu'on a vraiment l'impression d'être devant quelque chose, devant un océan et d'être un peu démuni. Hier, donc, journée mondiale pour sensibiliser le grand public sur l'importance de la protection des données. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs de Sud Radio qui sont peut-être inquiets ou peut-être pas ? Il y en a qui nous disent moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour se protéger ? Est-ce qu'il faut effacer ? Est-ce qu'on peut effacer les cookies ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a des solutions techniques qui existent. Je prends un exemple. Vous connaissez tous les bloqueurs de publicité, AdBlock. Ouais. Bon, il y a la même chose pour les traceurs, pour les cookies de traceurs. Donc, ce sont des extensions que vous placez sur votre navigateur et qui permettent de bloquer automatiquement un ensemble de traceurs qui sont présents sur les sites que vous consultez. Vous pouvez aussi choisir des navigateurs qui ne sont pas installés par défaut sur votre système et qui protègent davantage votre navigation. Et les deux navigateurs que je peux citer, c'est Firefox, qu'il faut vraiment, dont il faut faire la promotion, et Brave, qui est aussi un navigateur qui s'assure de ne pas tracer. Ça, c'est très important, c'est l'outillage. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, c'est qu'il faut évidemment faire prendre conscience à l'ensemble des citoyens que le sujet n'est pas tant strictement personnel. Le sujet, il est aussi citoyen. C'est un sujet, c'est le sujet de l'indépendance de notre pays vis-à-vis de puissances qui aujourd'hui sont des puissances privées, ces entreprises qui en réalité ont la puissance d'État. Et donc les gens doivent considérer que c'est par leurs propres actions qu'ils pas seulement penser à laissez-moi tranquille, je vais regarder les photos de ma famille, de toute façon Google s'en moque, vous voyez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est vraiment avoir une conscience collective qui puisse naître à nouveau. Vraiment dans un état d'esprit mais global, ça veut dire quoi ? commun. Ça veut dire quoi concrètement au quotidien quand je vais sur Internet et que je veux me protéger ? Alors j'y vais plus du tout. Mais déjà on peut peut-être essayer, pardon je vous donne la parole après, mais on peut peut-être essayer de ne pas adhérer à l'ensemble de toutes ces plateformes. Déjà peut-être on peut essayer de réduire la consommation. D'une part, bon, on n'est pas obligé d'être à la fois sur Instagram, à la fois sur Facebook. Oui, mais comme vous le disiez, il y a une pression sociale. Il faut résister. Il faut résister, il faut faire acte de résistance. Aujourd'hui, c'est primordial. Et puis, enfin, et je suis le premier concerné, il y a des gens comme moi qui bâtissent depuis, moi ça fait 7 ans, des solutions d'alternatives. J'aime pas trop ce mot, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je crois pas qu'on puisse retourner en arrière. Je ne crois pas qu'on puisse bloquer ces plateformes. Non. Mais je crois fondamentalement que les entrepreneurs de notre pays, de nos pays européens, sont capables d'aller inventer des choses mieux au service des gens, qui leur rendent vraiment service, mais pas en faisant de la technologie de comptoir, pas de la technologie nulle, vraiment quelque chose de bon. Et là, il y a des entreprises aujourd'hui qui font ça. Yann-Maël Larère, vous voulez réagir ? Moi, je voudrais réagir notamment vis-à-vis des salariés, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'affaires qui passent devant le Conseil de prud'homme, avec des salariés qui se font licencier pour des choses qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux en particulier, et ils se les font reprocher par la suite. Et généralement, ce sont des actions qu'ils ont prises dans le cadre privé. Il y a quelques mois, c'était des gérants d'un Super U parce qu'ils avaient
pris des photos d'eux lors d'un safari, safari où ils avaient tué notamment des lions. On en avait beaucoup parlé. Et puis, le slip français. Il y a quelques semaines, c'était le slip français. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque du bon sens par rapport à ce que vous publiez. C'est du bon sens, mais il faut aussi le rappeler. Aujourd'hui, il y a une évolution de la vie privée. Ce que vous postez sur Internet, ce n'est plus votre vie privée. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que les gens veulent souvent, ils se disent « Ah, mais je pourrais toujours revenir en arrière ». On parle de droit à l'oubli, notamment dans le RGPD. Non, le droit à l'oubli, ça n'existe pas sur Internet. Dès lors que ça a été mis en ligne, quelqu'un a pu l'enregistrer. Et même si sur la plateforme, ça n'apparaît plus, il y a la trace quelque part. Dès lors que c'est sur Internet, il y a toujours une trace qui restera. Oui. Alors Antoine Chéron, il y a plusieurs sujets, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement ce qu'on publie, ces photos où parfois on est inconscient, et les jeunes en particulier, mais pas que les jeunes, où il y a des choses, des photos qui vous suivent toute la vie quand vous allez recruter. Je sais que souvent des RH regardent les sites Facebook, Internet, et que parfois ça le fait pas. Mais il y a d'autres sujets plus graves aussi. Oui, deux choses. Alors, deux choses pour répondre tout à l'heure sur l'aspect RGPD et par rapport à la vie privée et à tous ces réseaux sociaux. C'est Emmanuel Macron qui récemment disait il faudrait qu'on arrête cette communication permanente. Mais je pense aussi que on rentre et certaines personnes de notoriété publique rentrent aussi dans un jeu qui n'est pas forcément le bon. Au niveau RGPD, Internet favorise les monopoles. C'est le problème. Les alternatives, je suis entièrement d'accord parce que monsieur, lui, a un réseau social éthique. C'est important d'avoir des alternatives, surtout en plus européennes et encore mieux françaises. Mais aujourd'hui, Internet va favoriser tout ce qui est monopole et va favoriser, j'allais dire, le ciblage, l'hyperspécialité. Et pour répondre à votre question, ce qu'il faudrait que l'on mette en place, et principe aussi, l'union fait la force, il faudrait que les personnes qui sont dans ces réseaux sociaux, qui sont abonnées à ces réseaux sociaux, exercent ensemble leurs droits. Parce que aujourd'hui, ces réseaux sociaux ne respectent pas la loi. J'en veux pour preuve, si vous êtes, et faites l'expérience aujourd'hui, demandez à Instagram ou demandez à Facebook d'avoir accès à vos données, de supprimer certaines données, mettez en place l'exercice de vos droits, vous verrez que vous avez une fin de non-recevoir. Donc si nous, citoyens abonnés à ces réseaux sociaux, on exerce ensemble l'ensemble de nos droits, là, la donne va changer. La donne va changer et je pense que c'est ce contre-pouvoir. On le voit aujourd'hui dans un autre contexte avec les Gilets jaunes ou avec les manifestations relatives aux retraites. L'union fait la force. Donc par rapport à ces plateformes qui, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, collectent outrageusement certaines données, il faut qu'on exerce ce contre-pouvoir. Le contre-pouvoir viendra de nous. On a un peu l'impression quand même que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Oui, enfin, à la fois, vous imaginez le nombre de citoyens qu'il y a en Europe. C'est quand même, on est quand même une colonie numérique. Enfin, c'est vraiment des champs qu'ils cultivent, quoi. S'ils n'avaient plus nos utilisateurs, croyez-moi, ils seraient pas aussi puissants que ça. Oublions pas que pour certaines plateformes, le chiffre d'affaires lié à la gestion des données, à l'exploitation des données, c'est entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires. Donc je pense que si nous exerçons nos droits, notamment rien que le fait d'avoir accès à ces données, et de fait d'envoyer plusieurs mails à ces GAFA pour leur demander d'avoir accès à ces données, voire de supprimer certaines choses, voire de supprimer ce que disait monsieur tout à l'heure, l'aspect cookies, le profilage publicitaire, rien que de supprimer ça, à mon avis, je pense que il se passera forcément quelque chose. Prendre un VPN, ça sert à quelque chose? Oui, le VPN, ça sert à ce que les sites ne connaissent pas votre adresse, géolocalisation. Voilà, c'est un... Bon, enfin, ils savent qui vous êtes au-delà de la géolocalisation. Donc, je rappelle votre réseau social Weller, ça s'écrit WHA2LER. Antoine Chéron, donc avocat spécialiste de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, et Yann Maël Laherrère, avocat, docteur en droit et cofondateur d'OKDoc, donc une start-up qui met les chercheurs en relation avec les entreprises. Merci à vous. J'espère qu'on a été un petit peu clair. En tout cas, vous avez été intéressés et vous nous dites que
que c'est compliqué de se passer d'Internet. Tout se passe par Internet aujourd'hui, et voilà. Mais il faut être prudent, et justement cette journée, elle servait à ça, à vous alerter sur toutes ces données que vous laissez, ces petits cailloux que vous semez sur les différents réseaux. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.